Écoute, ça nous regarde tous. Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Alors, racontez-moi ce qui va se passer dans Parc Jupiter, s'il vous plaît. Eh bien, il va se passer que nous recevons l'artiste, plasticienne et performeuse Esther Ferrer. Très bien. C'est dans quelques secondes, puisqu'il est 58-59, exactement 17h sur France. Les infos, Laetitia Gaillet. On l'a appris il y a une demi-heure, la mort de l'ancien rugbyman Christophe Dominici à l'âge de 48 ans. L'ancien ailier de Toulon et du Stade français comptait 67 sélections aussi au sein du 15 de France. Selon le parquet de Nanterre qui a ouvert une enquête, il a fait une chute de 10 mètres du toit d'un bâtiment désaffecté du parc de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. On se souviendra de Christophe Dominici comme étant celui qui avait marqué un essai décisif contre les All Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde en 1999. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 18h. La longue journée de Gérald Darmanin, au moment où les députés s'apprêtent à donner leur feu vert à la proposition de loi controversée sécurité globale et à l'article 24 qui encadre la diffusion d'images de la police en action. Les images qui montrent l'évacuation musclée par les forces de l'ordre d'un campement de migrants place de la République à Paris hier soir interrogent. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Une pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique après un croche-pied fait à un migrant. Une autre sur les violences subies par un journaliste de Brut. C'est la police des polices qui aura la charge de ces deux enquêtes. Voilà donc où on en est ce soir. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dû faire face aujourd'hui à un flot de critiques d'ONG, mais aussi de politiques. Il y a répondu. C'était lors des questions au gouvernement à l'Assemblée cet après-midi. Cette manifestation était-elle autorisée? Était-elle légale? La réponse est non. Fallait-il laisser sur la place de la République des centaines de tentes, des centaines de personnes sans l'évacuer? La réponse est non. Est-ce que, comme vous, ou comme d'autres personnes, j'ai pu être choqué de certaines images que nous avons tous pu voir sur les réseaux sociaux, comme quoi les choses sont libres dans notre pays? Est-ce que j'ai pu être choqué par ces images, monsieur le député Coquerel? La réponse est oui. J'ai demandé à l'IGPN de me faire un rapport sous 48 heures et je le rendrai public. Des propos recueillis par Maxence Lambrec. Le parquet de Paris ouvre deux enquêtes, lui, sur les comptes bancaires d'Alain Griset. Cela fait suite à la saisie de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui soupçonne un abus de confiance de la part du ministre au PME. Alain Griset a omis de déclarer une partie de son patrimoine. Ça concerne un plan d'épargne en action, fruit d'une vente d'une SCI réalisée par la structure qu'il présidait dans le Nord, la Confédération nationale de l'artisanat et des services. 130 000 € environ qui ont rapporté 19 200 € de plus-value au ministre Alain Griset. Emmanuel Macron a donné rendez-vous à 20h ce soir pour une nouvelle allocution télévisée. Le chef de l'État devrait donner les grandes lignes de la première phase du déconfinement, avec notamment la réouverture des magasins. Une allocution que vous pourrez écouter sur France Inter avec l'analyse de la rédaction ensuite. Et sur le front de l'épidémie, ça va mieux. Pour preuve, les hôpitaux publics disent avoir entamé la reprogrammation des activités chirurgicales et médicales hors Covid. Emmanuel Macron aura-t-il d'ailleurs un mot ce soir sur la future politique de vaccination en France? Cela fait partie des hypothèses. En tout cas, aujourd'hui, Bruxelles a annoncé de son côté la signature d'un contrat avec Moderna, le laboratoire américain qui a annoncé la semaine dernière un vaccin efficace à 94%. 160 millions de doses ont été précommandées. C'est le 6e contrat que Bruxelles conclut avec un laboratoire. À Bruxelles, Angélique Boin. La finalisation du contrat était attendue car ce vaccin est l'un des plus prometteurs à ce stade. C'est aussi l'un de ceux dont l'efficacité est examinée de façon continue par l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, qui espère délivrer une autorisation de mise sur le marché à la fin de l'année ou début 2021. La Commission européenne, qui négocie au nom des 27, avait déjà pré-réservé également ou mis des options sur 300 millions de doses chez Pfizer et 400 millions chez AstraZeneca, les deux autres laboratoires qui se disent proches d'un succès. En tout, 6 contrats ont été conclus, un 7e est en cours. Nous constituons l'un des portefeuilles de vaccins les plus complets au monde, s'est félicitée la présidente de la Commission. Une négociation menée à l'échelle de l'Europe, ce qui permet de mieux négocier les prix, charge ensuite aux États de confirmer leurs commandes. La répartition des doses se fait au prorata de la population, a rappelé Ursula von der Leyen, en s'engageant à ce que chacun de ces vaccins soit très soigneusement évalué. Ils ne seront mis sur le marché que s'ils sont sûrs et efficaces, a-t-elle promis. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
En attendant les vaccins, la crise sanitaire, elle continue et pour les compagnies aériennes, elle est dévastatrice et implacable selon Alexandre de Juniac, le patron de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, a donné les chiffres aujourd'hui. Le chiffre d'affaires des compagnies aériennes va baisser de plus de 60% cette année par rapport à 2019, soit 118 milliards et demi de dollars de pertes. C'est la pire année jamais vécue par le secteur. Alexandre de Juniac plaide aujourd'hui pour une réouverture des frontières sans mesure de quarantaine, mais avec des tests de dépistage pratiqués au départ des passagers. Des compagnies aériennes, elles voient plus loin et on revient au vaccin. La compagnie australienne Qantas souhaite par exemple que le vaccin soit rendu obligatoire sur tous ses vols long courrier. Et l'idée de Qantas pourrait bien faire des petits, Philippe Lefebvre. Eh bien, même si Alan Joyce, le PDG de la compagnie australienne, affirme que cette mesure va se généraliser dans le monde du transport aérien, nous n'en sommes pas encore là. Les représentants des compagnies évoquaient d'ailleurs la décision de Qantas avec un certain sourire, parlant de mesures géolocalisées et pas vraiment surprenantes dans un pays dont les frontières sont fermées depuis mars dernier. Cette mesure serait surtout très difficile, pour ne pas dire impossible, à généraliser dans le monde du transport aérien, tant les approches en matière de réglementation sanitaire des pays sont différentes. D'ailleurs, pour l'Association internationale du transport aérien qui regroupe 295 compagnies dans le monde, et bien là non plus, le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Mais sur le fond, rendre un vaccin obligatoire pour se rendre dans un pays, ce n'est pas véritablement une nouveauté. Le vaccin contre la fièvre jaune est exigé pour rentrer dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, tout comme le vaccin contre la méningite à méningocoque pour les pèlerins se rendant à la Mecque. Mais là, ce sont les autorités sanitaires des pays qui l'exigent, mais en aucun cas les compagnies aériennes. Philippe Lefebvre, le démontage de l'échafaudage qui entourait la flèche de Notre-Dame de Paris avant l'incendie du 15 avril 2019 est terminé. Il aura fallu plus de 5 mois pour retirer les 40 000 pièces, 200 tonnes de métal au total. 17h06 sur Inter. France Inter aime Cheyenne et Lola, la nouvelle série OCS Originals avec Charlotte Lebon et Verle Battens, diffusée ce soir en exclusivité sur OCS. Fini de se faire arnaquer, maltraiter, abuser. La rencontre de deux jeunes femmes que tout oppose. Tu es psychopathe. Mais je suis formidable quand même. Pour survivre, elles n'ont pas d'autre choix que de s'allier. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Tu l'as tué. Retrouvez Cheyenne et Lola ce soir à 20h40 sur OCS en partenariat avec France Inter. Chez BNP Paribas, nous savons qu'on est plus fort quand on est bien accompagné. Commerçants, artisans, entreprises, nous vous accompagnons dans la mise en place de nouvelles solutions digitales. Vente à distance, paiement en ligne et sécurité de vos données. Contactez-nous pour plus d'informations. BNP Paribas, engagé à vos côtés. Eh les gars, vous vous souvenez le film Monsters qu'on a vu? Ouais, je sais, j'avais dit que c'était trop cool, mais la fille qui se fait violer dans le vestiaire, ça m'a choqué. Je revois les images, je m'énerve pour rien, même en cours. Depuis, j'ose plus parler à une fille. Mais bon, ça je vous le dirai jamais. Vous allez trop vous foutre de moi. Ceux qui le regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr. Il n'y aura plus jamais de moments gênants entre nous. Je lance tranquillement par Jupiter sur France Inter. Je les entends rire, donc ils sont là. Oui, nous sommes là. Laetitia Gaillet, nous avons retrouvé. Oh là là, si loin, si proche. C'est la magie de la radio et en même temps, c'est son handicap. C'est ça. C'est tout à fait. Les ondes nous rapprochent, les ondes nous éloignent, les ondes nous forment. C'est beau. On va y aller. Allez. Ouais, allez-y. Ouais. C'est le moment. Merci Laetitia Gaillet pour les informations. À demain. Allez-y, ouais. Merci Laetitia Gaillet pour les informations. À demain. De rien. « 9h dans le bureau de Par Jupiter. Les amis, je vous préviens, je suis hyper content de recevoir l'invité du jour. Voilà, calme-toi. C'est encore une chanteuse de bal populaire, c'est ça? Pas du tout. Esther Ferrer, je suis fan. Fan de Séverine Ferrer, génial. Ok, boomer. Quoi? Esther Ferrer, la grande artiste plasticienne des 50 dernières années, mais surtout pionnière de la performance. Mais en quoi elle est performante là, cette dame? Elle est pas performante, enfin si, elle est performante, mais elle performe en fait. Enfin, elle fait des performances quoi, dans les musées, dans la rue. Ah oui, ok. T'as compris? Non, mais en gros, elle interroge son rapport au monde. Et au corps. Ah bah ça m'intéresse. Il y a tout un aspect politique qui plaira bien à Charlie. Ah oui, ça, elle est née pendant la guerre d'Espagne, puis il y a eu le franquisme, elle a critiqué Bush, je savais pas si... Bon, enfin, laissez-moi, hein, je vais prendre moi les choses en main. Oh, l'autre, il a vu 3 fois Dardar, il est persuadé de s'y connaître. Attendez, arrêtez de vous chamailler là. Alex, tu t'occupes de l'interview Ah ouais, tu vas pas être déçu, hein, Charline, parce que moi j'ai vu travailler l'une des meilleures journalistes culturelles féminines depuis de nombreuses années. Oh, merci Alex, c'est gentil. Et je parlais de Laura Adler. Ah, merci. 16h30 dans le bureau de Par Jupiter.
C'est bon, Alex, l'interview est prête? Je peaufine. Esther Ferrer, pour vous, l'existentialisme est-il un humanisme? Ouh là là, t'as peut-être un petit peu trop écouté Laura Adler, là, non? 628 heures d'émission. Ah bah voilà, ça, c'est une performance. Bonjour la France Inter et bienvenue au Front de Libération de la rigolade. Nous voici la devise: la beauté est dans les yeux de celui qui regarde une allocution d'Emmanuel Macron. Au sommaire, l'Assemblée vote aujourd'hui la loi de sécurité globale. C'est un grand jour pour la liberté. Oui, pour la liberté du gouvernement de nier les violences policières et de décourager les journalistes à les filmer. Et toi, qu'est-ce que tu glandes ici? Je fais un reportage sur le métro. Ah ouais, avec des menottes au poignet. Ouais, ça j'aime pas. Le spectacle vivant ressuscitera-t-il un petit peu ce soir? Et dans son ombre, quid des arts plastiques? Ça en dit long sur la place de l'artiste dans la société. Les peintres ou les artistes qui réalisent des performances, eux, sont oubliés. Ça va plus du tout. J'ai plus envie de boire ni de manger. J'ai plus envie de me peigner. Je suis limite nervous breakdown. Et plein de gens à poil à la télé à une heure de grande écoute. Aujourd'hui, en 2020, ce n'est possible qu'en Islande. Dans une publicité pour des montres connectées. Et ça en dit long aussi sur la place de la nudité dans notre société. Attendez 2 minutes que je remette ma culotte. Oui. Faites attention, il arrive à mes côtés. Oui. Celui qui pendant 10 ans a prétendu être une œuvre d'art. Voici Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, le reste de l'équipe de performeurs est avec nous. À 17h20, l'homme qui fait chanter les femmes sans même devoir les menacer, c'est André Manoukian. Bonjour Charline, bonjour Alex. Je vais vous parler d'un... Ouais, vous avez le temps de l'écrire de toute façon, c'est dans 20 minutes. Non, c'est un japonais, il s'appelle Ryuichi Sakamoto, c'est génial. Mais je vous mettrai à contribution et je compte sur vous pour faire peut-être ce qui va rentrer dans l'histoire de l'art, une performance collective et improvisée. Oh là là, gros programme. À 17h30, le président du FCDL, le fan club de Didier Lallemand, c'est Guillaume Meurice. Eh ben, je vais vous parler de ce qui s'est passé hier soir dans les rues de Paris en 2020. Pardon, je suis allé voir ce que les Français en pensent. C'est toujours délicat de faire des trucs musclés, quoi. Et inversement, j'ai envie de dire. Et à 17h40, elle partage avec notre invité une façon de s'impliquer corps et âme dans son art. Les feuilleuses de la vanne, c'est Constance. Bonjour à tous. De quoi on va parler? Alors, ma chronique, si c'était une dinde, évidemment, je n'aurais pas lésiné sur la farce. Voilà, très bien. Très beau teasing. J'ai envie de savoir la suite. Bah oui. Et voici celle qui va semer l'anarchie dans l'actualité. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs que vous êtes... Esther. Ouais. Esther Ferrer. Ah bah oui, d'accord, c'est vous. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupidémie. Bienvenue Esther Ferrer dans cette émission. Vous êtes donc artiste plasticienne, performeuse, Alex Vizorek l'a dit, pionnière en la matière. Une artiste majeure, Alex Vizorek, vous pouvez nous Je suis ravi, dresser le portrait. Évidemment, que vous soyez venu dans une émission satirique, on va l'appeler comme ça. Alors ce qu'on dit sur votre art, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, on parle de détournement, on parle d'humeur, on parle d'absurde, mais on parle assez peu d'humour. C'est quoi votre rapport à l'humour dans votre art? Moi, j'adore l'humour. Je veux dire que c'est deux choses. Quand j'ai fait mon travail, moi, je ne vais pas faire forcément de l'humour, pas du tout. Mais si ça vient, et je laisse aller. Et souvent, dans mon travail plastique, c'est curieux, parce qu'il y a beaucoup écrit sur l'humour dans mon travail. Et c'est curieux, même en français. Mais bon... l'humour, pour moi, c'est très important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que Satie disait, c'est plus facile faire pleurer qu'à rire. Alors, le temps qui court, je pense que faire de l'humour, c'est vraiment presque un devoir. Parce que quand vous créez vos performances, je pense notamment à celles où vous mettez des objets sur votre tête, vous savez que c'est drôle. Sur votre visage? Non, je sais que c'est ridicule. Alors, j'ai toujours pensé... Mais le ridicule, c'est drôle. Quand même. Si les gens trouvent que se mettre un souffleur sur la tête, c'est drôle, pourquoi pas. Mais... Moi, ça me fait rigoler. Ça vous fait rigoler? Ouais. Non, moi, j'ai un humour pourri, j'aime bien les blagues d'Alex Paz. Non, quand j'ai commencé à faire cette performance, il y a beaucoup d'années, mais quand j'ai commencé à faire des performances, j'ai pensé, une chose qui m'intéressait, c'est avec l'âge, ça sera chaque fois plus ridicule. Et j'adore le ridicule.
Et je ne vais pas vous raconter mon expérience d'enfance qui m'a fait aimer le ridicule parce que c'est très long et vous n'avez pas beaucoup de temps. Si, moi ça m'intéresse. Là, vous avez donné envie que je vous pose cette question. Allez-y, Esther. Alors, on nous a menés au jardin, ma sœur et moi, j'ai un sœur jumelle, et en l'été, il y avait une fille qui venait passer l'été à Saint-Sébastien parce que ce n'est pas seulement les franquistes qui venaient, et franco même, il y avait aussi les autres qui venaient. Ils venaient jouer avec nous. Et cette fille, sa mère, voulait qu'il soit une fille du 19e siècle. Et il mettait des frichettes. Et l'habillait avec des bottines, avec des vêtements comme ça. Et en plus de ça, elle s'appelait Clotilde. Alors, nous, on l'adorait. Et en plus, elle adorait dessiner comme nous. Et un jour, mes sœurs, ils sont venus nous chercher pour nous amener à la maison. Et on allait mater le mois avec elle. Et un de mes sœurs grands, il dit... Clotilde, elle est très mignonne, mais elle est tellement ridicule. Ah, Mathilde, ridicule? Mais c'est merveilleux, alors j'aime le ridicule. D'où la passion pour le ridicule. Et avec le ridicule, vous combattez aussi les idées politiquement, parce qu'il y a évidemment beaucoup de politique dans vos œuvres. Comment vous observez le monde d'aujourd'hui? Parce que dans les années 60, vous n'étiez pas Esther Ferrer. Aujourd'hui, vous êtes très reconnue, vous avez reçu... Mais pas du tout, mais vous rêvez. Bah si, vous avez reçu le prix Velasquez, vous avez une rétrospective au Guggenheim. Bien sûr. Façon d'attaquer la politique, elle n'est pas la même. Les prix, l'unique chose qu'ils font, les prix, je dis toujours, j'étais transparent. On te donne, j'ai passé, mais on ne me voyait pas. On te donne un prix, on parle de toi, et tu deviens opaque. Alors tu passes et on te voit. C'est toute la différence. Voilà. Au-delà du fait que vous en foutez des prix, vraisemblablement... Non, je ne m'en fous pas, parce que surtout quand ils te donnent de l'argent. Mais je ne le cherche pas non plus. Je n'ai jamais présenté une proposition, je n'ai jamais demandé une bourse, j'ai jamais demandé... Non, une fois, j'ai demandé une bourse en France. Je n'ai jamais demandé un aide des gouvernements, jamais dans ma vie. Je n'ai jamais demandé rien à personne. Parce que vous voulez rester libre. C'est moi qui l'ai payé, et si je n'ai pas d'argent pour les payer, et que les musées, ils veulent le faire, il faudra qu'ils les payent, parce que je n'ai pas d'argent. Donc l'artiste que vous êtes... Les prix, on me les a donnés, je ne sais pas pourquoi. Ils se sont dit, c'est trompé peut-être. Ça, je ne crois pas quand Pour même. essayer de vous acheter, Esther. Ils essayaient de vous acheter. Mais je ne suis pas cher. Si vous voulez remarquer, je ne suis pas cher. Mais donc, quand vous préparez une performance, vous êtes la même artiste que celle de 1960. C'est ça que vous voulez dire? Non, on ne peut pas être la même. Vous savez lire les Grecs dans votre bac. Hein? Bon, on ne peut pas voir l'eau, le même eau dans la rivière. Héraclite. Alors, je ne suis pas la même. Depuis que j'ai commencé cette émission à maintenant, j'ai déjà changé. Et vous aussi. Ça, c'est parce qu'on s'est rencontrés. On parlait du rapport au temps, et c'est vrai que quand vous parlez des performances, notamment une des plus connues, c'est celle où vous mesurez, vous prenez les mesures de votre corps et vous les notez. Votre corps nu, c'est donc ce rapport au corps que vous avez quand même mis en avant. Vous l'avez fait, cette œuvre, cette performance, parfois à 20 ans d'écart, à 30 ans d'écart, vous la refaites. Oui. Je l'ai fait jeune. Et parce que c'était le mouvement de libération des femmes, vous avez entendu parler. Notre corps nous appartient. N'en parlez pas. Voilà, okay. Notre corps nous appartient, et moi, comme beaucoup d'autres artistes, on a commencé à employer notre corps comme support de notre lutte et de notre discours. Et on a fait faire un travail, et pour la présence physique, c'était important, et on l'a fait. Donc, quand je le faisais jeune, ça passait plus ou moins normal. Mais, curieusement, quand j'ai fait l'exposition au Magbal, j'ai décidé, je travaille beaucoup avec l'idée des temps, vous savez, connu les autoportraits dans le temps, etc. Mais c'était toujours ma tête. Alors j'ai décidé que dans un moment donné, j'aurais la même chose, mais avec tout mon corps, pour voir le vieillissement de mon corps entier. Donc, à l'occasion de l'exposition que Franck Lamy m'a commissionnée au Magbal, j'ai décidé de faire définitivement cette œuvre que j'avais pensée toujours, et j'ai mis sur des vidéos les deux. Celle de 1975 et celle de 2014. Curieusement, les réactions des gens, c'était « Ah, mais elle n'a pas honte, mais elle est si ridicule !» On se trouve toujours avec les ridicules. Tu vois, et une chose qui me faisait un peu de la peine, c'est que souvent, c'était des femmes qui faisaient cette observation. Eh oui. Voilà. Il faut le refaire dans 20 ans.
Non. Esther Ferrer, et la prochaine exposition est prévue du 20 avril au 30 juin 2021, donc à la galerie Lara Vinci. C'est rue de Seine à Paris, dans le 6e arrondissement. Une fois que la loi du kilomètre sera franchie, vous pourrez venir voir Paris à nouveau. Esther Ferrer avec nous jusqu'à 18h. On va parler art plastique, bien sûr, performance politique. Et là, tout de suite, Arnaud, chic et pas cher, comme Esther. Je les aime tous comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu des pop stars frustrés. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher. J'ai connu un rappeur avec une chaîne en or. Il crie motherfucker, même quand tu dors. Tout le monde cherche la vérité. Ils chantent les mêmes tubes l'été. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher. France Inter par Jupiter en compagnie d'Esther Ferrer, plasticienne, performeuse. On se débouche les idées avec Esther Ferrer, allusion à une de vos œuvres où vous aviez mis un déboucheur sur la tête pour déboucher les idées. Voilà, à l'époque de George Bush. Voilà, c'était pour l'anniversaire, pour l'année, pour le nouvel an. Ouais. C'était l'année que Bush a été élu. Et voilà, j'ai fait cette pièce. Bush fils. Pardon? W. Bush fils. Fils, oui. On a mis d'ailleurs la photo de cette œuvre sur notre page Facebook, Esther Ferrer. Et pour accompagner l'artiste, Alex. Nos artistes à nous, André Manoukian, Constance et Guillaume Meurice. Et voici le journal qui n'a d'approximatif que son horaire, le ridicule avec ses rues. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Vous n'avez pas le droit de les saisir. Dans les bois. Ces tentes appartiennent à des personnes. C'est une question de dignité. Le journal de presque 17h17. T'as vu? Pas de bavure, c'est propre, c'est net. Et on commence par les titres. Et oui, à Paris, un camp de réfugiés a été violemment évacué par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur dénonce des images choquantes et affirme avoir demandé un rapport. Ah, il y a eu progrès. Ah, vous trouvez, vous? Pour une fois, Gérald Darmanin demande un rapport, mais sans promettre un logement. En retour, il y a eu progrès. Rémi Buzine, le journaliste du média en ligne Brut, qui couvrait l'évacuation, a été molesté à plusieurs reprises par un policier. Et oui, dans cette histoire, la Brut était plutôt celle où c'était pas écrit dessus. Et des brèves. Et je suis sûr que pour vous, écouter les brèves, c'est une performance en soi, Charline. Oh que oui.
quitte à me mettre comme ça au milieu d'un musée et faire des brèves comme ça pendant Non, des mais heures, des voilà. heures, des heures. Oui, Allez, commençons par Noël en période Covid. Oui, alors qu'Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir, Jean Castex s'est dit inquiet pour les réveillons qui sont, je le cite, des usines à Covid. Chez Bridgestone à Béthune, ils sont surpris que pour une fois ce gouvernement s'inquiète pour les usines. Et sur le même sujet, France Info recevait ce matin le professeur Salomon. Il ne faut pas manger avec Papy et Mamie, même à Noël. Donc on peut aller chez Papy et Mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, Papy et Mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. C'est terrible, c'est fou. Esther rigole. Oui, il y a des artistes partout. Ce qui est fou de se dire, c'est que quand les enfants de Brigitte Macron viendront avec leur progéniture à l'Élysée, Emmanuel et elle devront aller manger dans la cuisine. C'est fou. Et passons à la proposition de loi sécurité globale adoptée aujourd'hui à l'Assemblée. Elle fait toujours polémique, notamment en raison des lourdes condamnations en cas de diffusion d'images de policiers. Et là, j'imagine que vous voudriez que je dise sincèrement ce que je pense de la loi. Allez-y, Alex, on est en démocratie, vous pouvez tout dire. Hein. Eh bien, je pense que cette loi est une atteinte claire et nette au travail des journalistes. Attendez, Alex, attendez, parce que je vous interromps, mais apparemment on a un petit problème technique avec votre micro. Non, pas du tout. J'ai demandé que la voix soit floutée. C'est la nouvelle loi. D'accord, très bien. Allez, politique toujours ce matin sur France Inter. Olivier Faure a annoncé qu'il voulait un débat sur le changement de nom du Parti Socialiste. Je pense que ce nom est aujourd'hui mal compris, qu'il est rattaché à finalement des mesures, à des époques, et qu'il ne dit plus ce que nous sommes devenus. Eh oui. Si le parti est rebaptisé conformément à ce qu'il est devenu, plutôt que le Parti Socialiste, il devrait donc devenir les Socialistes Partis. International maintenant, selon Moscou, le vaccin russe contre la Covid, baptisé Sputnik 5, serait efficace à 95%. Non. Ah si, c'est l'info comme je l'ai lu ce matin. Non, ça a changé. On vient d'apprendre qu'il est efficace à 100%. Ah bon ? Finalement, les 5% de patients restants ayant mystérieusement disparu. Ils ont été soignés avec du thé. Voilà. C'est ça, voilà. International encore, en Bolivie, le virus mortel dit du Chapare, un virus proche d'Ebola, inquiète les scientifiques. Mais c'est pas possible. En fait, les virus sont pas créés par Bill Gates, c'est Apple. Parce que tous les ans, ils nous en foutent une nouvelle merde. Apple. Et des brèves. Et des brèves au Havre. Ils tentent de fuir la police en trottinette électrique, mais tombent en panne de batterie. On vit une époque où on assiste même à la gentrification des délits de fuite. Et la dernière ? Et la dernière, dans le Var, une centenière crée un santon à l'effigie de Didier Raoult. Il paraît que si vous le mettez dans la crèche, il transforme l'eau en chloroquine et il assure à Joseph que c'est lui le père de Jésus. Merci Alex Vizorek. Nouvelle preuve que le ridicule dirige le monde et que Esther Ferrer, c'est la reine. Allez, on va aborder ensemble avec vous, chère Esther, ce premier sujet que vous nous avez d'ailleurs suggéré. Vous avez suggéré un sujet sur la liberté d'expression et on va y venir en parlant aussi de l'Assemblée qui vote la loi sécurité globale. Police partout. Police partout. Ah non, attendez, je me suis trompée. C'est police partout, violence nulle part. C'est ça. Oui, il n'y a pas de violence pardon, policière, ça n'existe pas. Publier une photo de policier sera puni s'il y a intention malveillante. Bon, publication soumise à interprétation de la justice ou de celui qui constate l'infraction, donc le policier. Il y a comme un goût de mettre la presse au pas dans ce pays. Alors un conseil, vous aussi devenez faux cul. Hein. Quand un agent vous abat, c'est qu'il a des motifs. Ça, c'est ce que ça fait un agent. Hein, monsieur l'agent ? Moi, je dis qu'il n'y en a pas assez des agents. Qu'on devrait renforcer les effectifs, en mettre partout. 3 par habitant, même 4, et bien payés, avec des primes et tout. Moi, je trouve qu'ils gagnent pas assez, les agents. C'est pour ça qu'on fait les hold-up. Vous avez bien raison, oh là là. Moi, à votre place, j'arrêterai pas. Bonsoir, monsieur l'agent. Extrait de Bon baiser à lundi, film de Michel Audiard. Esther Ferrer, la liberté d'expression, vous trouvez qu'elle est mise à mal en France ? Pas seulement en France, partout dans le monde. Par exemple, maintenant, j'ai parlé l'autre jour des problèmes des Cubains, des artistes cubains qui sont en Cuba en train de faire la grève de la faim, parce qu'il y a eu un d'eux qui a été mis en prison, et parce qu'ils se sont manifestés pacifiquement contre. Et ils ont fait des affiches, des choses comme ça, c'est une façon de s'exprimer. Et ils ont été réprimés par la police, et ils sont dans un état assez critique, tu vois. En Espagne, il y a ce qu'on appelle la loi Mordaza, c'est le baïonnet, tu vois. Oui. Bien avant vous, il y a eu la loi Mordaza, la loi
Bueno, qui impide les gens de parler. Je veux Oui, dire, oui. pas de parler, par exemple, d'aller contre la monarchie, de faire des choses contre le gouvernement, etc. Sorte de enfin oui, Voilà, mais c'est en France, on voit qu'est-ce que ça, on est en train de vivre. C'est vraiment dangereux, c'est vraiment triste. Ouais. C'est-à-dire, c'est même pas ridicule. Oui. Alors, vous êtes né pendant la guerre civile espagnole. Vous avez connu Franco de nombreuses années. Vous viviez au Pays Basque espagnol, à Saint-Sébastien. Et vous racontiez que pour aller au cinéma ou lire des revues ou des livres, vous franchissiez la frontière, c'est ça? Ben, nous, à Saint-Sébastien, c'est tout près de la frontière française. Donc, on allait en voiture, on passait. Et si on savait qu'il y avait quelque chose qui bougeait en Espagne, comme les journaux, la radio ne parlait pas, alors on passait. Mais on avait des radios en France qui émettaient pour les Espagnols, qu'ils s'étaient complètement distorsionnés et tout ça, mais on comprenait, on passait, on allait... C'était les Basques parlent au basque. Non, je ne suis pas basque, hein. Je suis né dans le Pays Basque. Ah, d'accord. Je suis né dans le Pays Basque, mes parents sont castillans. Mhm. Mais ça n'empêche pas d'être antifranquiste. Oui. Et on passait en France, on achetait des revues et des journaux surtout. On les lisait dans les cafés parce qu'on ne pouvait pas les passer à la frontière parce qu'à la frontière, on nous les enlevait. Donc, et quand il y avait le festival de cinéma et tout ça, on passait en France pour voir des films qui étaient programmés, malgré que le Pays Basque français était assez réactionnaire de presque tous les points de vue. Oui. Mais il y avait une chose que j'ai appris, par exemple, des Pays Basque français, c'est les méthodes d'enseignement pédagogique freinées. Et parce qu'avec un autre peintre qui habitait à Nendaï, justement, on a créé une école de libre expression infantile en plein franquisme à Saint-Sébastien grâce aux méthodes freinées des Français. C'est qui donne beaucoup de liberté aux enfants à l'heure de... Ça passait par l'éducation des enfants, donc oui. L'apprentissage de la liberté et de la liberté oui. d'expression. Oui. Et aujourd'hui, évidemment, les périodes ne sont absolument pas comparables et les situations non plus. Mais d'une part, avec le confinement, les gens qui habitent la Côte d'Azur passent la frontière monégasque pour aller chez le coiffeur, où là c'est autorisé, tandis que les citoyens belges proposent aux Français que les Français envoient leurs photos de violences policières en Belgique pour qu'elles soient diffusées depuis la Belgique. Donc bon, c'est pas comparable, mais il y a des petits relents un petit peu bizarres quand même, certains points communs. Alors pour apaiser tout cela, Esther Ferrer, il y a André Manoukian, voilà, qui a une sorte de doudou qui nous passe de la musique et ça nous fait du bien. Alors j'ai commencé les amis, comme j'ai vu que nous avions pour une fois une invitée qui était, je dirais, tellement haute au niveau de l'esprit. On va commencer tout de suite par une question qui concerne Aristote. Comment Aristote définissait la définition ? Bon, alors en donnant le genre plus une spécificité. Exemple, le chat est un félin, genre, à griffes rétractiles, spécificité. Un autre exemple, l'homme est un animal, genre, qui rit, spécificité. Aux blagues de Guillaume et d'Alex. Alors ça, incongruité. Quelle drôle de créature que l'homme. Vous, Charline, vous, Constance, vous êtes des déesses, vous êtes au-delà de la catégorie humaine. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est donc le rire, mais aussi la parole. Et il y a peu, on a fait une drôle de découverte scientifique. Notre cerveau, quand on était singe, a doublé de volume, ce qui a fait de nous des hommes sous l'effet de, quel effet, sous l'effet de, qu'est-ce qui a fait que notre cerveau a doublé de volume ? La musique. Non, presque. Le gossip, le ragot. Mais comment est-ce possible, me direz-vous ? Vous pouvez reprendre tous ensemble, mais comment est-ce possible ? Mais comment est-ce possible ? Eh bien, écoutez, je vais vous l'expliquer. Le ragot, avant d'augmenter la taille de nos cerveaux, a augmenté la taille de nos groupes. En gros, un groupe de singes, c'était 15 individus maximum. Au-delà, des séparatismes se forment et de nouveaux groupes se créent. Le ragot renseigne sur le comportement de chaque individu. Et le chef du clan, qui ne peut pas avoir un œil sur ses ouailles au-delà de 15, apprend ainsi que, par exemple, celui-ci a su débusquer une gazelle rien qu'avec son odorat, donc on va le charger de la chasse, que cet autre grimpe le plus haut dans les arbres, zou à la cueillette. Et ainsi, par le renseignement, la confiance agrandit la taille des groupes jusqu'à la centaine. Par le collectif, on est devenu
connu Puissant, on a vaincu les mammouths, on a gagné 2 fois la Coupe du Monde, même si la deuxième fois on l'a volée aux Belges. C'est gentil. Le langage est donc né du besoin vital de collecter du renseignement. La zone du langage va doubler la taille de nos cerveaux et faire de nous des hommes. La place d'un Gérard Darmanin est cruciale dans le développement de notre humanité. Il faut le savoir, il faut le dire. Raconter des histoires, c'est ce qui nous distingue des animaux. Des histoires, on les raconte d'abord les uns sur les autres et puis après sur nos origines. Où j'étais, maman, avant de naître? Pas dans le caleçon de papa, c'est dégueu. Non, mon chéri, tu étais dans l'océan. Ça, c'est ma maman qui me disait ça. La naissance du mythe. Serge le mytho a fondé notre civilisation. Raconter des histoires, c'est se souvenir, puis inventer autour d'un récit dynamique qui évolue au gré des récitants. Pour se souvenir, on rythme le texte. Pour le raconter, on le chante. L'Iliade et l'Odyssée, c'est un chant d'abord. Les premiers conteurs sont donc des performeurs, chère Esther. Pour toucher le psychisme des gens, le récit a besoin de tension. Par exemple, une meuf tombe amoureuse du fils de son mari qui s'enfuit effrayé, la femme vexée balance à son mari que son fils a essayé de la pécho, le père furieux part à la poursuite de son fils en invoquant Poséidon qui provoque une tempête et la mort du fils dans les bras de son père, qui du coup regrette pendant que sa femme s'empoisonne. Ça, c'est Phèdre. Bon, Phèdre moins le quart, mais c'est la naissance de la tragédie. C'est du Sophocle. Sophocle, c'est le Fabrice Howell du 5e siècle avant Jésus-Christ. La barre était haute pour tous ceux qui allaient suivre Shakespeare, Racine, Corneille, surtout que le fond est toujours plus ou moins le même. Les histoires qu'on se raconte, c'est Alex aime Guillaume, qui aime Charline, qui aime André, qui aime Charline, mais aussi Constance, qui l'aime du coup en retour. Voilà. Au XXe siècle, la vraie révolution vient des performeurs, des Ousted Esther, qui mettent en jeu leur propre corps pour réveiller la psyché endormie des blasés. Alors plutôt que l'écoute simple d'un titre, je vous propose une performance, une expérience collective autour de Andata. Andata, c'est de Ryuichi Sakamoto, le fameux compositeur japonais qui a fait la musique de Furio. Et j'ai découvert ce nouveau titre grâce à un tweet de Jean-Daniel Beauvalet, un rock qui dit « Nuit blanche avec cette mélopée de Ryuichi Sakamoto, obsédante, en boucle. Le rêve, ça serait de pouvoir jouer cette merveille au piano, mais pas de piano, pas de talent. La musique demeure intouchable. » Alors moi, je vous propose de la toucher, cette musique. Charline, si vous voulez bien, c'est vous la chef du clan. On va garder les micros ouverts et tous autour de cette table, on va fermer les yeux, on va écouter la musique et on va raconter tout ce qui nous passe par la tête à l'écoute de cette merveille. C'est bon pour vous aussi, Esther? Vous pouvez le dire en espagnol, dans toutes les langues que vous voulez. Allez, c'est parti, les amis. Okay. On met fort. On parle chacun notre tour, André ou... Si vous parlez, on peut parler tous ensemble, Alex. Tous ensemble. Simplement, c'est une méditation. André, moi, je traverse la forêt main dans la main. C'est vrai? Oui. Oh, regarde. Oui. André, on va perdre des auditeurs. Je vois le soleil à travers les feuillages des arbres. On est à la première radio. Il y a une biche qui passe dans la forêt. Vous voulez que Robin nous passe et là, vous me dites, oh mon Dieu, mais c'est Valérie Pécresse. Vous voulez pas qu'on attrape les grosses têtes, André? Mais non, André, arrêtez de tout ramener dans à la jungle. politique. Mais on est... Ne brisez pas la magie du moment, André. Il y a un orque qui est en train de jouer au bord d'une carrière. Oh, regardez, il y a des champignons. Non, si on cueillait des champignons. Oui. Ça existe, les fourmis capitalistes? Clémence, regardez ce paysage. Je m'appelle Constance. Il va falloir apprendre les prénoms des gens. Constance, Clémence. Car le groupe, c'est aussi ça. Dédé, j'ai l'impression que je m'envole. Tenez ma main parce que je m'envole. C'est vrai? Oui. Est-ce que c'est bon, André, pour la musique qu'on parle dessus? Mais celle-ci, elle est méditative parce que c'est justement une boucle, voyez-vous. C'est toujours le même accord qui revient. Et donc, du coup, alors il a d'abord fait au piano, et puis après, il l'a fait à l'orgue. Puis là, je me suis dit... La dernière fois que je vous ai emmené un morceau instrumental, Alex, vous m'avez dit, mais c'est quand qui va chanter le gars? C'était juste le disque d'un trompettiste. Voilà, je voulais qu'on fasse une performance ensemble. Merci, André. Et je voulais juste regarder ces paysages avec Constance. Moi, j'étais avec vous. C'est vrai? Oui. Merci, Charlie. Je dirais après ce que j'ai dit pendant la chanson, mais j'étais avec vous. Merci, André Manoukian, pour cette démonstration. Alex, peut-être justement une question à Esther Mais oui, Ferrer. votre rapport à la musique et même à la musique dans vos performances et vos œuvres est énorme. Vous avez connu John Cage, qui est un peu le... vous dites que vos références, c'est Marcel Duchamp et John Cage. C'est dire, dans le monde de la performance, John Cage a été un élément fondamental. Dans mon cas, je parle toujours pour moi. J'ai appris beaucoup avec lui.
surtout, j'ai appris à écouter les sons de ce monde. Je veux dire, depuis que je connais Case, mon idée de musique, il a complètement transformé. Et j'ai appris à écouter les sons de ce monde et prendre comme musique beaucoup de choses que jusqu'à ce moment-là, on excluait des sons de la musique. Et je peux vous raconter une anecdote grâce à Case. La première fois qu'on a fait un scanner, on avait demandé, est-ce que vous êtes claustrophobe, est-ce que vous avez peur, je ne sais pas quoi. J'ai dit non, parce qu'il y a des bruits et tout. Et quand j'ai rentré dans l'appareil, j'ai commencé à entendre le bruit et je me suis rappelé des Case qui disaient, si tu entends un bruit qui te dérange, écoute-le un peu plus. Si ça continue à te déranger, tu continues à l'écouter. Et à la fin, tu l'écouteras comme de la musique. Et j'ai fait cette expérience et je vous assure que c'est absolument vrai. À la fin, quand ça a fini, j'ai dit, ah, c'est fini déjà. J'étais en train d'écouter la musique. Du scanner. On fait pareil avec la playlist France Inter, on fait pareil. On dit c'est nul et on réécoute. Là, on n'est pas encore au point. Moi, ça me fait pareil avec les disruptifs, donc j'ai envie de vous donner le micro. Guillaume Meurice. Oui, alors je voudrais commencer. Je pense que vous écoutez comme de la musique, c'est difficile, mais je vais essayer. il faut. Je vais commencer aujourd'hui par des excuses publiques. Ben oui. C'est vrai que j'ai comparé ici le préfet allemand à Pinochet. Je sais qu'il y a des fans de Pinochet qui nous écoutent, peut-être même des membres de sa famille, et peut-être il méritait pas cette comparaison. Au moins Pinochet, il faisait semblant. Voilà, je veux dire, là, Didier, il se lâche, c'est autre chose. Alors Didier, à côté Charles Pasqua, c'est oui chez les scouts. Hein. On peut le dire, si vous mettez Didier et Darmanin ensemble, bon là, je veux dire, c'est que du bonheur. C'est les David et Jonathan de la ratonnade. C'est vraiment du beau boulot. Alors on a vu hier soir, place de la République, tabassage de journalistes, traque de migrants dans les rues, nassage de politiques d'opposition. Même Poutine, il a dû voir ça à la télé, le gars, il a dit... La respect, franchement. Non, même ça va trop loin. À mon avis, ça va trop loin. Il y a Bachar el-Assad qui sent qu'au classement des raclures de chiottes de l'année, ça risque d'être un petit peu plus serré que prévu. Alors, il y a juste l'IGPN qui ont dit, ils ont regardé les images, ils ont dit non, non, ça nous va. C'est quoi? Il y a un cours de Zumba, a priori, à la République, mais rien de spécial. Alors, comme on est quand même en démocratie, on dirait pas des fois, mais on y est quand même. Je suis allé voir ce qu'en pensaient les Français dans la rue, parce que ce sont eux qui votent, quand même, les Français. Tant mieux que les policiers les ont dérangés. C'est scandaleux. Alors là, ils ont été même plus que dérangés. Attendez, on ne va pas camper. Si moi, on me demandait, on ne va pas camper sur un lieu public quand même. Alors, non mais qu'est-ce que c'est que ça? On parle toujours de la France des campings, mais il y a la France des anti-campings. Je me demande même dans quelle mesure c'est pas un coup du lobby des tentes quechua. Moi, ça me rappelle les heures les plus sombres de Décathlon, cette histoire. Je regarderai ces news pour avoir le fin de mot de tout ça. En tout cas, la dame était très énervée. oui, absolument, parce que ça devient pourri, épouvantable. Les images des policiers qui mettent des coups de pied dans les tentes. Écoutez, mais ils n'en peuvent plus, mais ils n'en peuvent plus. Les policiers? Oui, ils n'en peuvent plus. N'en peuvent plus, les policiers n'en peuvent plus. Vous vous rendez compte, ils ont des tendinites à force de taper. Ils ont des matraques elbow, les policiers, ils n'en peuvent plus. C'est un métier difficile de faire respecter les droits de l'homme en poursuivant des pauvres dans les rues. N'en peuvent plus. Ils courent vite, les pauvres. En plus, ils sont tout maigres, ils sont comme ça, ils se faufilent, les pauvres. N'en peuvent plus, les policiers. En plus, le problème, c'est pas seulement les réfugiés, c'est aussi les associations. Ces associations, la plupart, il faudrait les faire sauter. Excusez-moi de vous le dire. Les associations qui aident les gens? Oui, de tout. Pour vous, il faudrait les laisser dormir dehors? Mais pas du tout. Il ne faut pas les laisser rentrer. Ah voilà, c'est ça, là, c'est la vraie humanité, là, pour empêcher qu'ils dorment dans nos rues, qu'ils dorment dans leur misère ou sous les bombes. Voilà, mais chez eux, en plus, souvent, c'est les nôtres des bombes, c'est nous qui les fabriquons. Alors, je ne sais pas de quoi ils se plaignent, on peut pas dire qu'on participe pas quand même à l'histoire. Tiens, j'ai été voir d'ailleurs un fils de réfugié. Mes parents étaient réfugiés. Oui. Bon, eh bien, les réfugiés de l'époque, dès qu'ils venaient en France, ils respectaient les lois de la République. Mais alors là, peut-être que ceux qui dormaient hier à République, ils voulaient respecter les lois de la République? Écoutez, c'est triste pour ces gens-là, mais ils viennent sans autorisation. Alors moi, mais vos parents, ils sont venus avec une autorisation? Non. Non, voilà. Mais c'est pas pareil. C'est parce que tu as le bon et le mauvais réfugié. C'est le dernier arrivé qui ferme la porte, hein, comme on dit. On le sait, ça. Il y en a qui s'intègrent. Nous, on a un Arménien dans l'équipe. Bon, ben voilà, il parle pour ne rien dire. C'est typiquement français. Il est intégré à la République. Il respecte les valeurs de la République. C'est la France. Allons voir, tiens, un autre humaniste. La France, aimez-la ou quittez-la. Ils l'aiment peut-être s'ils sont venus jusque-là. Ils ont 400 ans de retard, c'est ça le problème. Les réfugiés, ils ont 400 ans de retard? Oui, avec leur religion et tout. On ne peut pas intégrer
des gens qui vous critiquent en face. Ben voilà, parce que c'est pas notre tradition. Nous, on critique dans le dos. Les Français, mais on critique pas en face. Nos valeurs, c'est ça, c'est le progressisme. Nos valeurs, vous voyez, on a des drones maintenant pour surveiller les migrants et les manifs et tout ça. Maurice Papon en a rêvé, la Startup Nation l'a fait quand même. Alors, je vais nuancer parce que vous savez très bien que je suis quand même un homme de nuances. Ça se voit pas toujours. J'essaye. Même si on n'aime pas les étrangers en France, il faudrait quand même prendre exemple, je dirais, sur d'autres pays. Quand vous allez en Californie, en Australie, vous passez les trucs. Bon, ce sont 2 îles, hein, l'Amérique et l'Australie. Eh bien, vous restez pas. L'Amérique, c'est une île ? Amérique latine, c'est différent. Mais l'Amérique latine, c'est une île ? Il faut couper. Oui, voilà, je couperai. Je couperai ça au montage, vous inquiétez pas. Je flouterai au montage. Pas trop qu'on voit que les Français s'y connaissent en géographie autant que moi en fitness. N'empêche que l'immigration a des effets sur la vie quotidienne de nous, les vrais Français, je dirais. Nous, les vrais Français, on aime voyager, on aime les autres cultures, n'est-ce pas, monsieur ? C'est terrible. J'avais prévu d'aller aux Canaries cet hiver pour bronzer un peu. Eh ben, il paraît que tous les migrants, les Espagnols, les rejettent sur les Canaries. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte, c'est ça qu'on veut pour nos gosses, là ? Un monde où on peut plus aller aux Canaries parce qu'il y a des migrants ? Merde ! Bon, en attendant, si Le Pen arrive au pouvoir, ses chaussons sont prêts. Hein. Elle aura juste à se glisser dedans, en espérant qu'un jour, on soit pas obligé de voter à l'extrême droite pour faire barrage à Macron. Aïe, que pena. Merci. Merci. Guillaume Meurice. Eh oui, rien n'a changé, Esther, depuis l'époque où vous êtes arrivée en France. On va aborder... Oui, il y a des choses qui sont changées quand même. Oui, c'est pire. Oui. C'est les mouvements des femmes. Le mouvement des femmes ? Oui. Oui, il a beaucoup évolué partout. Heureusement, mais en oui, Espagne, bien sûr. en France aussi. Et on n'en a pas fini. Et au niveau de la répression, qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a pas de changement des années 60 à aujourd'hui ? On vous pose la question. Ouais. Je voudrais bien avoir votre avis. Je pense, par exemple, j'ai aimé 68. Parce qu'il y a eu quand même des mouvements massifs d'étudiants, etc., etc. Et en réalité, il y a eu très peu de blessés, très peu de gens qui ont perdu l'œil ou la main, etc. Les mouvements des Gilets jaunes, il a duré quoi ? Et il y a eu, je ne sais pas combien de gens qui ont perdu un membre ou un œil, etc. Alors, je pense qu'il a dû y avoir quelques changements. Oui, il y a quelques changements. Des ajustements. Voilà, c'est ça. Des ajustements. Vous ne seriez pas de gauche, vous ? C'est ça que je me disais tout à l'heure. Quand je l'écoutais parler, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Abordons cet autre thème avec vous, Esther Ferrer. Alertée par les chanteurs ou les comédiens célèbres, nos institutions s'inquiètent un petit peu du spectacle vivant. Quant aux artistes plasticiens, ils restent dans l'angle mort de ces inquiétudes. Les musées se rabattent sur le virtuel, mais les artistes rappellent que leur art repose sur la confrontation avec l'objet ou la performance. Et tandis que les peintres semblent s'accommoder d'un certain confinement pour créer, les artistes qui mettent la performance au cœur de leur création sont en plein désarroi. Ah, chienne de vie alors. Il faut pas dire ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Alors, il y a 10 jours, moi je vous le dis, hein, je suis à 2 doigts de tout laisser tomber. Il faut pas dire ça. Et puis alors je me dis, bon, bah vas-y, essaye quoi, je sais pas. Tu verras, peut-être ça vaut le coup. Alors je repars, je remonte la pente et puis je fais tout ce que je peux pour maintenir la tête hors de l'eau. Il faut pas dire ça. Puis tout retombe comme un soufflé. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie, moi, hein? Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Vous m'avez, moi. Non, rien. Un extrait de Kaamelott, bien sûr, la série d'Alexandre Astier. Il y a une enquête parue dans Le Monde la semaine dernière qui titre « Chez les artistes confinés, le bouillonnement et le désarroi ». Les plasticiens, Esther Ferrer, ils font partie un peu des grands oubliés de cette période. Il y en a pas mal, hein. Mais ça dit quoi de la place de l'artiste dans la société aujourd'hui? Le fait qu'en ce confinement, on s'inquiète assez peu de leur cas. Moi, je pense qu'un artiste, c'est un citoyen comme tous les autres. Et je ne vois pas en quoi il va avoir un privilège spécial dans sa situation actuelle. Moi, avant d'être artiste, je suis un citoyen et qui est en profession, qui est artiste. Et on a les avatars de beaucoup de professions. Combien de gens je connais qui ne sont pas artistes, qui ont perdu son travail et ils sont dans des situations très précaires. Je veux dire, l'artiste, il est en train de souffrir, si vous voulez,
plus parce qu'il y a très très peu d'artistes qui sont des revenus fixes, etc., mais il y a beaucoup de gens qui avaient des revenus fixes, ils ne l'ont plus aujourd'hui. Donc la situation, c'est très très pénible pour les artistes, je pense surtout pour les artistes jeunes, qui essayent par exemple, des artistes de performance, surtout, mais pas seulement, qui essayent maintenant, depuis quelque temps, de pouvoir vivre de son travail, qu'il avait des projets, maintenant tout est fini. Oui. Mais je veux dire, sa situation, je pense que ce n'est pas pire qu'un ouvrier ou un caissier ou un ingénieur qui perd son travail ou qui est à moitié temps et qui gagne la moitié de son salaire. Je veux dire que la situation, c'est vraiment difficile pour tout le monde. Alex ? Quel regard vous avez sur les performeurs jeunes aujourd'hui et quel regard eux ont sur vous ? Ce qu'ils pensent de moi, je n'ai aucune idée. Mais ils vous le disent quand même que vous avez ouvert la voie ou... À moi, ils ne me le disent pas. On ne le dit pas, bon. Ah non. Et vous, qu'est-ce que vous dites d'eux ? Non, mais des conneries comme ça. Et vous allez au Palais de Tokyo voir des performances ? Je vais, si j'ai le temps, bien sûr. Je pense que les artistes jeunes aujourd'hui, ils doivent oublier ce que nous on a fait et ils doivent inventer ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Je dis, quand j'ai fait un workshop, rarement, mais parfois j'ai fait un workshop, la première chose que je leur dis, tout ce que je vais vous apprendre, vous pouvez l'apprendre en 5 minutes. Si vous voulez faire une performance, vous le faites. Ça, c'est la volonté de faire. Si vous avez une technique, vous avez besoin d'une technique, vous l'inventez. Si vous avez besoin d'une théorie, vous l'inventez. Si vous avez besoin d'une définition, vous l'inventez. Ça, j'aime bien faire ça, moi. Ça, je le fais souvent et il n'y a pas beaucoup de gens qui me contredisent, à part Guillaume. Quand j'ai commencé à faire des performances, je n'avais pas vu une seule performance dans ma vie. J'ai inventé. Alors, si j'invente, je pense qu'ils ne sont pas plus idiots que nous, non ? Alors, ils peuvent inventer aussi, c'est tout. Et ils ont inventé la performance d'aujourd'hui, qui nous plaît ou nous ne plaît pas. Mais c'est à eux de décider. Je veux dire, de regarder toujours vers le passé. C'est complètement stupide. Et je pense que beaucoup de gens acceptent aujourd'hui la performance des jeunes, justement parce qu'ils essayent d'employer son propre langage. Et les gens, ils veulent qu'il soit un langage qui les rappelle le passé. Mais il n'y a pas de raison. Ils sont jeunes, ils ont de l'énergie, et c'est merveilleux qu'il nous surprend. C'est merveilleux encore aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui fait une performance qui te surprend. Et on va se laisser surprendre. Constance, regardez droit devant vous, cette salle qui nous accueille, qui est totalement vide. Et surprenez-nous. L'heure bleue foncée sur France Inter. Une émission présentée par Laura Adler-Louche. C'est par le souvenir que l'homme se construit, mais comme ce souvenir est un acte de réécriture de la mémoire, un fruit de notre subjectivité tombée de l'arbre de notre égocentrisme meurtri, et que l'écriture autobiographique puise au plus profond de notre réécriture personnelle, peut-on se fier à nos souvenirs, et finalement, a-t-on réellement vécu ce dont on se souvient ? Ce soir, l'invitée de l'heure bleue foncée est l'historienne chorégraphe vétérinaire Mélanie Pleurien. À l'occasion de l'introduction dans la Pléiade de sa trilogie, je me souviens, j'ai un doute, je ne sais plus. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Yves Montand. Ce sera 3 petites notes de musique. Morceau essentiel. Mélanie Pleurien, vous dites à la base de l'histoire, de chaque histoire, il y a d'abord un traumatisme. Qu'entendez-vous par là ? Eh bien, de l'oreille droite, je n'entends plus, mais de l'oreille gauche, je vous entends, vous, Laura Adler-Louche. Et je sais que ma bouche se met en mouvement car elle s'apprête à vous répondre avec des mots. Ce qui pousse l'homme à se raconter, c'est d'abord l'accident, le problème, la nécessité de chercher de l'aide auprès d'autrui et donc de pouvoir faire le récit de ce qu'on vient de vivre. Ce besoin d'aide, cet élément déclencheur dont vous parlez, c'est ce que vous racontez merveilleusement bien dans le chapitre 2. Pouvez-vous nous en lire un passage, s'il vous plaît, Mélanie Pleurien ? Bien sûr. Je vais essayer de ne pas pleurer car je suis encore très affectée par tout cela. Je prépare une tartiflette. Parce qu'en cette période, c'est important de se faire plaisir. Et là, en plein frémissement des oignons, plus de gaz dans la bouteille. C'est toujours un dimanche que cela arrive. Déjà, l'année dernière, quand j'avais fait des huîtres farcies à la moule pour fêter l'anniversaire de mon raccordement à la fibre, ma bonbonne de gaz m'avait déjà lâché. On sent effectivement à la fois la tartiflette et votre émotion.
Parleriez-vous à propos de cet épisode d'abandon de votre cube but à gaz, d'un processus de résilience de la mémoire? Mettre en lumière les limites d'une bouteille de gaz, n'est-ce pas inconsciemment nous rappeler nos propres limites? Et donc nous remémorer le fait que nous descendions davantage du singe que du franc-prix? Eh bien, si je ne devais parler que de mon expérience personnelle, je dirais que je descends de ma Fiat Punto il y a de ça 10 minutes. Vous faites souvent référence dans vos écrits à Simon là-dessus, figure de votre enfance, qui était boucher charcutier philosophe à Montmartre. Nous allons entendre, grâce à une archivina de 95, sa voix, sa réflexion et le bruit de ses escalopes. Moi j'aime bien dire, vaut mieux vendre du boudin plutôt que de dormir avec. Mélanie Pleurien, vous pleurez en entendant cette voix de votre passé, de votre enfance. Est-ce à cause du souvenir de votre mère qui, bien que végétarienne, fut la maîtresse de Simon là-dessous? Une mère atrocement froide qui, ironie de la vie, vendait des radiateurs. J'ai mis, c'est vrai, beaucoup d'années à comprendre que ma mère était allergique au lactose et que ma peau, mon teint de lait, était à l'origine de ce rejet. L'autobronzant nous a permis de faire la paix. Diriez-vous que votre vie était un combat? Oui, je me suis beaucoup battue, mais finalement essentiellement avec des tankervilles. Me suivez-vous? C'est difficile, je suis immobile. Quel est votre mot de la fin, Mélanie Pleurien? Glou-glou. Glou-glou, c'est votre manière pudique d'évoquer l'alcool qui vous a longtemps servi de refuge, Mélanie Pleurien? Non. Glou-glou, pour moi, c'est le cri du dindon. Un animal à l'aspect d'un vieux phallus irrité qui se contente, au lieu de se plaindre de sa tête de nœud, de glouglouter. Merveilleuse leçon d'acceptation de soi. Et c'est sur ce chant du dindon que nous terminons notre heure bleu foncé. Demain, nous recevrons enfin, car jusqu'à présent nous avons trop donné. Bonsoir à tous. Bravo. Merci Laura Adler-Louche, Constance et l'heure bleue, la vraie de Laura Adler, la vraie, vous la retrouvez ce soir à 20h avec pour invité Hervé Le Tellier. Merci Constance. Vous vous sentez coupable, hein, donc vous donnez les invités. Pas du tout. Esther Ferrer, on a beaucoup ri grâce au ridicule de la situation. Le ridicule fait avec sérieux. Le ridicule, ça doit se faire avec sérieux. Et c'est un bon exemple. Non, de toute façon, c'est toujours les autres qui te définissent. Mm-hmm. Et voilà, c'est les autres qui vous définissent comme... Qui peuvent me définir comme ridicule. Et des faits, ils me définissent parce que je l'ai entendu. Mm-hmm. Mais moi, je ne me sens pas spécialement ridicule. Non, non, non. Non, je ne disais pas que vous étiez ridicule, Esther Ferrer, attention. Hein. Non, quand il va certains travail de moi, des performances. Voilà. Disent, qui nous ramène au début de la discussion. Il n'a pas honte, sur le ridicule. Il est ridicule. Hein. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Prochaine fois, quand vous serez invité chez Laura Adler, vous entendrez donc... ça sera la première. Voilà, vous y penserez. Alex Vizorek, vous avez écrit un petit questionnaire de Parjeux-Piproust pour Esther Ferrer. Question courte, réponse courte. Oui. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à l'ensemble de votre œuvre? 10. 10 oui. Si vous aviez l'occasion de passer 1 heure avec Picasso, Velázquez ou Goya, lequel vous choisiriez? Il n'y a aucune femme, bien sûr. Ah, c'est la question suivante. Voilà. Je savais que vous alliez Goya. dire ça. Goya. Si vous aviez l'occasion de passer 1 heure avec Camille Claudel, Frida Kahlo ou Rosa Bonheur, laquelle choisiriez-vous? Ça me pose un problème. Et c'est pour ça que la question est bien. Rosa Bonheur et Frida Kahlo. Mais je crois que... Frida Bonheur, alors non, je choisirais Frida Kahlo. Frida Kahlo, on prend. Je vous oblige à aller voir un match de foot. On va au Real Madrid ou FC Barcelone? Aucun des deux. Ah bah, c'est pas la question. C'est une performance en soi. Mais quel club alors? Elle veut pas aller au foot. Barcelone, c'est les Républicains. Quelle partie de votre corps préférez-vous? Oh là là, que je préfère. Vous. J'aime bien mes mains. Ah ben, on prend. Vous venez d'Espagne pour vivre en France. Est-ce que vous vous considérez l'exact opposé de Manuel Valls? C'est une question. Quand tu t'opposes à quelqu'un, tu te compares déjà. Moi, je ne vais même pas me comparer. Ça, c'est une bonne réponse. Si on vous annonçait que toute cette histoire de Covid, c'était juste une méga performance pour faire porter des masques aux gens, quelle serait votre réaction? Rire, comme je Quelle performance que vous n'avez pas faite aimeriez-vous faire un jour? Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je ne l'ai pas pensé.
Peut-être celle-là que on est en train de faire maintenant. Venir dans une émission ridicule. Voilà. Ah bah, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Sur la tête de quelle personnalité politique, aujourd'hui, aimeriez-vous poser une ventouse? Ouf, il y en a la queue. Il y en a beaucoup. Et en top? En général, je crois que... Blanquer, ça doit bien accrocher, je pense. J'essaie de vous aider au mieux. Et la dernière, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à vous, en voyant une œuvre, de vous dire « Là, l'artiste s'est foutu de ma gueule ». Non. Non. Jamais. Et c'est parce que beaucoup de gens qui voient mon travail, ils pensent que je me fous de sa gueule. Ça, c'est sûr. Et c'est déjà une réaction en soi. Ah non, mais je trouve ça très bien. Eh ben ouais. Voilà. Esther Ferrer. Et bien sûr, on peut aller voir une partie de ce que vous faites de vos œuvres sur votre site internet, Esther Ferrer, bien sûr. Bon, approximativement. Approximativement. Et pour être confronté à la chose, la prochaine exposition du 20 avril au 30 juin 2021 à la galerie Lara Vinci, rue de Seine à Paris, dans le 6e arrondissement. Et on entendait, je pense, c'était John Cage, le musique minimaliste C'est John Cage qui avait écrit Pour Duchamp. Oh là là, dites donc. On a bossé. Merci beaucoup Esther Ferrer merci à vous passé de m'avoir cette heure invité. avec nous. Et merci à tous les amis derrière le poste et autour de cette table. C'est la fin de l'émission. Demain on se retrouve pour un Par Jupi Classe, l'émission pour les pitchouns. Et bonne soirée d'allocution. Merci beaucoup. Merci à tous. Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais